Bienvenue à cette émission spéciale sur le Salon du livre de la péninsule acadienne qui s'est déroulé du 10 au 13 octobre dernier du côté du Centre Réal Cormier à Shippagan. Les étudiants du programme de communication radiophonique se sont déplacés au Salon du livre pour faire des entrevues avec quelques auteurs présents sur place et également avec Bernard Lavallée qui offrait une conférence lors du Salon du livre. Bernard Lavallée étant le nutritionniste urbain. Entrevue très intéressante qui vous sera présentée en fin d'émission. Mais pour débuter cette émission avec les auteurs du Salon du livre de la péninsule acadienne, Pierre-Alexandre Chiasson-Leblanc s'est entretenu avec Sébastien Laure-Aymard. Il est des éditions Bouton d'Or d'Acadie. Voici son entrevue. Je suis en compagnie de Sébastien Laure-Aymard, qui est chargé de projet pour Bouton d'Or d'Acadie, qui est une maison d'édition littérature jeunesse, c'est ça? Oui, absolument. On est basé à Moncton. Okay. Ça fait 23 ans qu'on fait de la littérature jeunesse. Évidemment, pas moi, parce que je suis beaucoup trop jeune pour être là depuis 23 ans, mais c'est comme la troisième génération là, qui s'occupe de ça. OK. Qu'est-ce qui sont vos nouveautés cette année? On a une douzaine de nouveautés. On fait à peu près une douzaine de nouveaux livres par année. Okay. Puis, comme là, on essaye de mettre de l'avant surtout les auteurs acadiens, des gens du Nouveau-Brunswick principalement, mais aussi de l'île du Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse. Puis, on essaie de bâtir des ponts. Donc là, on publie aussi des fois des auteurs autochtones, par exemple des Premières Nations, Wolastoqey dans le nord-ouest ou Mi'kmaq. On a des titres, tu sais, comme par exemple, on fait des partenariats entre un illustrateur français puis un auteur acadien, par exemple. Donc ça crée comme des mix intéressants. L'industrie de la littérature jeunesse en Acadie ou juste dans la région de l'Atlantique, finalement, comment ça va? On n'est pas vraiment au courant de comment ça se passe. Y a-t-il beaucoup d'auteurs? Est-ce qu'il y a beaucoup de livres qui sortent? Tout à fait. Je m'excuse, je m'en allais répondre. Je suis tellement enthousiaste par rapport à ça parce que vraiment, c'est incroyable. On est parti d'une littérature quasiment inexistante dans les années 80 à aujourd'hui, là, c'est des dizaines et des dizaines de titres qui sont publiés. Nous, on est une des maisons d'édition. On est la maison d'édition jeunesse, mais il y a aussi La Grande Marée qui publie du jeunesse. Il y a aussi des auteurs comme Cindy Roy qui publie ailleurs, puis qui est un peu notre star locale. Il y a beaucoup de créateurs et de plus en plus de gens qui sont intéressés à publier. Puis nous, on n'est même pas capable de tout faire. Donc c'est vraiment, ça donne une idée. En termes de vente aussi, les librairies font de plus en plus d'espace pour la jeunesse. Puis je trouve ça le fun de voir des auteurs comme Diane Carmel-Légère, qui est plus âgée, qui est plus reconnue, qui a gagné le prix Anthony Meyer à Acadie ici au Salon du Livre, versus d'autres, des plus jeunes comme Natacha Pilote, qui vient de Saint-Jean, Nouveau-Brunswick, puis qui fait ça à temps plein maintenant. Elle fait marionnettiste, illustratrice, auteur, puis c'est vraiment quelqu'un qui se donne beaucoup dans le travail. Donc, tu sais, grâce à des organismes, des maisons d'édition, aussi à différents partenariats, des salons du livre, entre autres, les festivals, là, on a de plus en plus de gens qui peuvent espérer en vivre ou travailler dans le domaine. Vous me disiez que vous ne pouvez pas prendre tous les projets qui vous arrivent, vous pouvez juste en prendre une dizaine à peu près dans une année. Est-ce que vous vous attendez à pouvoir en prendre plus éventuellement? On essaye. Ça, l'année dernière, ça a été un record, on a fait 15. Cette année, ça va être autour de 12. Puis, on est une toute petite équipe. Donc, il y a la directrice, sa propriétaire, moi, ma collègue, puis on a quelques contractuels, des stagiaires ou des gens qui travaillent à temps partiel. Puis on voudrait grossir, mais c'est vraiment pas évident. Hein. On est un petit joueur, on est en Acadie, c'est une population qui est plus petite. On essaye vraiment d'être reconnu au niveau national. Le Conseil des arts du Canada nous appuie beaucoup. La province du Nouveau-Brunswick nous appuie beaucoup. Puis on essaye justement là, disons, que ça devienne quelque chose qui va durer. Oui. Vous avez l'enthousiasme de toute façon pour que ça marche, ça je peux vous le garantir. Là. Puis si, comme vous disiez que l'industrie va quand même bien de ce côté-là, je pense que ça peut bien aller, là, je sais pas, là-dessus. Merci beaucoup. Puis je suis vraiment content d'être ici au Salon du livre de la péninsule. Je sais pas si je peux me permettre un petit mot, juste pour dire à quel point c'est important. L'accueil ici est fantastique. La péninsule acadienne, là, c'est quand même une population, tu sais, qui a un certain nombre de personnes. Et je pense que c'est comme le 7e de la population qui vient au Salon du livre. C'est énorme quand on y pense là, comme proportion. Et les gens, les auteurs qui viennent ici sont tellement bien accueillis. Ils retournent après ça chez eux, au Québec,
en France, n'importe où, en Louisiane, puis ils en parlent. Parce que moi, je sais, j'y vais là-bas, puis ils me le disent, comme les gens qui n'ont pas encore été invités ont hâte d'être invités au Salon du livre de la péninsule. Donc, en tout cas, moi, je trouve ça fantastique. Les bénévoles ici sont c'est vraiment merveilleux. Merci beaucoup pour... Merci beaucoup, on était très contents de vous avoir. Merci. Puis on espère que vous allez être ici les années prochaines, mais j'imagine que oui. Ah oui, absolument. Moi, j'attends ça. En plus, c'est ma fête. À chaque année, pour le Salon du livre, ça tombe en même temps que mon anniversaire. Ah, pour de vrai? Oui. Ah, ben, joyeux anniversaire en même temps. Je vous demanderai pas l'âge. Non, très, très jeune. Très, très jeune. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, Pierre-Alexandre, pour cette entrevue avec Sébastien Laure-Aymard des éditions Bouton d'Or d'Acadie. On poursuit avec une autre entrevue. Cette fois-ci, Philémon Robichaud s'est entretenu avec Colette Cormier. Elle fait partie des auteurs des éditions de la francophonie. Voici cette entrevue. Donc, je suis en compagnie de Colette Cormier, qui est en fait native du Québec, mais ça fait quelques temps que vous vivez dans la province. Bonjour. Bonjour. Donc, Colette, vous avez eu un premier lancement le 5 octobre, qui est un premier d'une série de lancements. Expliquez-nous un peu qu'est-ce que c'est. OK. Moi, j'ai le livre que j'ai, disons, écrit, j'ai mis au monde mon âme sœur. C'est un livre que ma fille, que j'ai perdue avec la maladie de la leucémie, c'est elle qui est venue me dire d'écrire le livre. Ça fait que moi, je me suis lancée, j'ai tout abandonné pour être avec elle dans la maladie. Puis, je pense que dans mon livre, je donne de l'espoir aux gens qui perdent des enfants, que des fois, ils ne savent pas comment s'en sortir. Puis, avec ça, ce que je trouvais important de dire dans le livre, c'est que, ayant une personne malade à l'hôpital, qui est pluguée de partout à cause des traitements, c'est bon d'être là parce que c'est bon de donner un témoignage là-dessus, parce que ces gens-là, ils ont besoin d'une débarbouillette froide, ils ont besoin de l'eau, c'est un popsicle pour des mots à la bouche, de n'importe quoi. Ça fait que moi, j'ai tout abandonné pour dire, je couche à côté de toi, puis on va vivre ça ensemble toutes les deux. Je trouvais important d'aller partout pour raconter mon histoire. Qu'est-ce qui vous a vraiment poussé à vouloir partager cette histoire et à aider les gens qui seraient peut-être dans la même situation que vous l'avez été? C'est que je me dis des histoires comme ça, il n'y en a jamais de trop. Il n'y en a jamais de trop, puis chacun a sa petite histoire, chacun dans son livre a quelque chose de spécial qu'un autre n'a pas. Qui vit quelque chose, peut-être, qui va être tout le temps bon pour les autres. Ça fait que moi, je trouvais ça spécial de partager. Puis, en même temps, écrire. Moi, c'est ce qui quand elle est venue me dire d'écrire, moi, dans ma tête, pour vous résumer, là, c'est comme si j'aurais eu une cellule. Tu sais, mon cerveau était enfermé dans une cellule. La clé était jetée. Elle, me disant d'écrire, c'est comme si elle m'a donné la clé pour ouvrir ça. Ça fait que moi, j'ai partagé l'histoire dans le livre, mais c'est le psychologique. Hein? Ça fait du bien écrire. Ça libère, ça t'enlève les souffrances que tu as, les douleurs, même l'ennui. Ça laisse un bel héritage quand tu as des petits-enfants, ce qui est mon cas aussi. Là. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent vous parler un peu de votre livre, qui disent que ça les a aidés à passer à travers des moments difficiles? Est-ce que ça arrive souvent? Oui, je te dirais que ça arrive souvent, puis sans vouloir, tu sais, mettons vouloir rester humble avec ça, là, les gens, aussitôt qu'ils ont su que le livre était sorti, ils se sont garrochés. Ils se sont garrochés, moi j'avais des demandes de partout pour le livre, puis j'ai dit, quand tu as quelque chose à partager, là, ça te fait rien de te déplacer. Tu te déplaces, puis tu vas, s'il faut que tu vas à la porte de quelqu'un le mener, tu vas le mener. Parce qu'ils veulent connaître ces gens-là, ce qui est arrivé à cette jeune-là. Elle avait tellement un beau groupe d'amis, un gros groupe d'amis. Elle avait beaucoup, beaucoup de qualités, beaucoup de choses que j'ai découvert après qu'elle était décédée. Oui. Donc, vous, juste pour revenir un peu, vous êtes natif du Québec, mais ça fait plusieurs années que vous vivez dans la péninsule acadienne. Pourquoi la péninsule acadienne? Ça, c'est toute l'histoire, toute la faute de mon père. Maintenant, on est deux enfants dans la famille qui sont nés au Québec.
Puis à partir de là, on est revenu à Caraquette, qui était la place originale de mon père. Puis après ça, on a tout le temps resté. C'était notre place, on a vécu, on a passé l'enfance. C'est juste, disons, je suis venue au monde à Québec, mais je suis acadienne. Fière de l'être. C'est bien placé. Et puis, donc, vivre plusieurs années ici, vous êtes quand même tombé en amour avec la province. Est-ce que vous avez participé à plusieurs salons du livre? Ma première fois, c'est mon baptême aujourd'hui. Mon baptême, j'ai adoré l'expérience. Disons, ça te fait rencontrer du monde, moi, je savais pas qu'est-ce que c'était. Mais c'est tellement agréable. On m'a même demandé si je ferais un deuxième livre. Je vais en faire un, mais disons, c'est pas sur la même forme de livre, complètement différent. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir un peu une idée de qu'est-ce qui va être votre prochain livre ou à quel sujet? Oui, absolument. Je vais vous en donner deux. OK? Le prochain, c'est sur les recettes que ma fille a écrites sur son lit en oncologie. Elle a écrit 400 recettes. Mais moi, je veux faire un livre sur 200 recettes. Un beau livre. Ça va être les recettes de l'espoir à elle. Qu'elle avait l'espoir de faire la cuisine rendue chez elle. Parce que moi, ma fille, c'était une jeune qui avait terriblement le goût de vivre. Elle voulait pas mourir. Elle n'allait pas mourir. Puis elle allait retourner à la maison pour cuisiner. Ça va être celui-là. Puis le prochain, qui va être excitant pour bien du monde, je vais vous le dire, c'est sur le paranormal. Tout ce que j'ai pu vivre comme paranormal durant ma vie, parce que moi, ça me suit. Ça m'a toujours suivi. Donc, en écrivant vos livres, vous permettez à votre fille de continuer à vivre parmi nous, à aider les gens, d'être parmi nous. Donc, c'est une belle histoire. Et vous, est-ce que vous prévoyez revenir au Salon du Livre l'année prochaine? Absolument. Si je reçois l'invitation, Mme Cormier va être là. Je suis sûr que vous allez avoir une prochaine invitation avec tous les gens qui sont contents de vous voir ici. Mais qu'est-ce que vous croyez exactement qui est l'importance de continuer à venir au Salon du Livre? Moi, je pense que c'est toujours de faire la promotion de notre livre. Hein? On fait la promotion du livre en rencontrant des gens, en discutant. On reçoit les témoignages des autres personnes aussi. Les gens nous racontent leur histoire, nous autres, on raconte la nôtre. On apprend beaucoup aussi là, des autres personnes à qui on rencontre. On apprend des fois. Des fois, c'est même surprenant ce que les gens vont te confier. Oui, j'adore. Merci beaucoup, là. Bienvenue, M. Rubchaud. Merci beaucoup, Philémon, pour cette entrevue avec Colette Cormier des Éditions de la Francophonie. Les étudiants du programme de communication radiophonique offert au CCNB Campus de la péninsule acadienne se sont déplacés au Salon du Livre de la péninsule acadienne pour faire des entrevues avec les auteurs. On s'arrête pour quelques messages et on vous revient avec la suite de cette émission. Le programme Communication médiatique offert au CCNB Campus de la péninsule acadienne. Animation en direct sur les ondes de CCNB Radio. Gestion de pages web et de médias sociaux. Un aspect pratique développé pour acquérir les aptitudes nécessaires au domaine de la communication. Un volet multimédia avec des journées de diffusion en direct et de montage audiovisuel. Le programme Communication médiatique, c'est tout ça et encore plus. Offert en septembre. Inscris-toi maintenant. Vous écoutez une émission spéciale du Salon du Livre de la péninsule acadienne où les étudiants du programme de communication radiophonique ont fait des entrevues avec différents auteurs présents au Salon du Livre qui s'est déroulé du 10 au 13 octobre dernier. Prochaine entrevue qui a été faite par Pierre-Alexandre Chiasson-Leblanc du groupe ADA. Voici une entrevue avec Danny Rotondo.
Je suis en compagnie de Danny Rotondon, qui est un auteur de fantastique historique. C'est quoi ça du fantastique historique? En fait, si je peux donner un exemple là, pour les auditeurs, Outlander, exemple, tu sais, c'est du fantastique historique, un personnage qui voyage dans le temps, qui se retrouve dans une époque ou dans des époques différentes. Et là, on apprend des trucs sur l'époque tout le long de l'histoire, mais on voit aussi l'évolution du personnage et tout ça. Là, fait que c'est un peu ça du fantastique. Donc c'est du fantastique, mais il y a un contexte historique avec comme des faits réels dans le fond. Oui, mais si par exemple on prend comme Retour vers le futur, ça c'est plus de la science-fiction historique, tu sais, parce que il y a une voiture qui vole, il y a des éclairs, tout ça, tandis que le fantastique, il y a de la magie, il y a des démons, des déesses, des... Et vous avez une trilogie qui est apparue, ça s'appelle Les Gardiens du Temps. Pouvez-vous me faire une petite genèse de la trilogie? En fait, c'est l'histoire de trois humains qui se voient coincés entre le monde des dieux puis le monde des démons, qui se voient dans l'obligation, à cause des dieux, de protéger un secret ultime qui porte sur eux, qui est enfermé dans des perles, deux blanches et une noire, et il faut qu'ils les protègent des démons qui veulent s'en emparer pour avoir le pouvoir ultime. Alors là, c'est une course folle au travers diverses époques parce qu'ils ne comprennent pas comment ça fonctionne. Ils ne savent pas du tout que ça permet le voyage dans le temps. Alors là, ils se promènent de l'Égypte antique à la Révolution française, à la Sainte-Barthélemy, la Grèce antique, Rome, la bibliothèque d'Alexandrie. On parle de Léonard de Vinci, Galilée, la peste noire. Fait qu'on apprend des trucs au niveau de l'histoire, mais on s'amuse en même temps parce que c'est une série très, très, très rapide. Moi, j'ai un déficit d'attention et je l'écris en fonction qu'un lecteur qui a un déficit d'attention va pouvoir s'y retrouver facilement. Il ne sera pas obligé de tout le temps revenir en arrière. Bien pensé. Je l'ai monté de façon à ce que les chapitres soient courts. Pas beaucoup de descriptions, il y en a parce que ça en prend, mais tu sais, c'est plus de l'action. Ça va vite. C'est pas une série pour un lecteur qui aime les livres de 600-700 pages avec beaucoup de descriptions, qu'on parle d'une roche pendant 8 chapitres. Moi, la roche est grise, elle est là. On peut-tu avancer, s'il vous plaît? Oui. Alors voilà, c'est ça. C'est léger, c'est rapide, c'est drôle en même temps parce que j'ai des comptes service. Mes démons sont un peu nono. J'ai un personnage que j'ai inventé qui s'appelle Billy Swatch, que j'ai créé en fait à l'âge de 16 ans, qui me suivit tout le long. Puis, tu sais, au départ, au premier jet, Billy, c'était un détective privé, un peu empoté. Et il a tellement évolué, c'est devenu un scientifique empoté encore. Alors, c'est drôle, c'est rapide, il y a beaucoup d'action, de la magie, on s'amuse. Et puis on disait juste en pré-entrevue que n'importe qui de tous âges, dans le fond, peut trouver comme un message finalement ou peut être intéressé à ce qui se passe dans le livre. Oui, à partir du moment qu'un jeune est capable de lire un petit roman, il va s'en tirer facilement parce que le caractère il est pas trop petit, c'est bien aéré, les chapitres sont courts. Mais le jeune qui commence à lire ou qui est assez avancé, lui, il va lire la trilogie en s'amusant. Il va s'amuser, il va trouver ça cool, il va trouver ça drôle, il va apprendre des choses. Tandis que le jeune adulte ou l'adulte qui va lire la série, parce que c'est pas mal partagé, mon public, mes lecteurs, en fait, lui, il va comprendre un sens au deuxième degré. Il va être capable de le lire au deuxième degré. Parce que, comme par exemple, mon tome 2 des Gardiens, je l'ai tricoté autour de l'allégorie de la caverne de Platon. Fait que, tu sais, on s'entend que c'est hyper philosophique, ça peut paraître lourd, mais ça paraît pas du tout. Le jeune qui va lire va dire « Ah, wow, c'est cool », tu sais. Puis l'adulte qui va être capable de le lire au deuxième degré, lui, il va comprendre l'analogie, tu sais, le message que je veux passer, tu sais, de enlève tes œillères, regarde ce qu'il y a autour, c'est super beau la vie, tu sais. Puis dans le tome 1, on peut plus se poser des questions, savoir est-ce que les énergies, ça existe vraiment? Y a-t-il vraiment quelque chose au-dessus de nous, tu sais? Ouais. Puis je joue pas mal avec ça, avec les dieux et les démons. Tu sais, moi, c'est pas les dieux au ciel puis les démons sous la terre. C'est toute sa même map. Okay. Ils se mènent une guerre de territoire, là, un peu comme nous. Là. Ouais, comme on fait nous autres. C'est ça. Puis moi, Dieu dans ma série, c'est pas un homme, c'est une femme. Okay. Je vous explique pourquoi très rapidement. Oui. C'est qu'au départ, l'embryon humaine
quand ils voient le jour, là, les premières heures, premiers jours, on est tous des filles. C'est vrai. Et c'est avec l'évolution des chromosomes et tout ça qui se mixent ensemble qui fait qu'on est un gars ou une fille. Ouais. Hein? Fait que moi, je me suis posé la question, si Dieu a créé l'homme à son image, juste une femme, parce qu'on est tous des filles au départ. Comprenez-vous? Voilà. C'est très bien pensé. Un autre côté philosophique. Ouais. Ça, un enfant va pas nécésairement le comprendre, mais il va quand même s'amuser avec le... Je l'explique même pas dans mon livre que j'en suis venu à ça, mais je fais juste pour que ce soit drôle. Tu sais. Ouais. Très intéressant. C'est votre première participation ici au Salon du livre de la péninsule acadienne. Pourquoi c'était important pour vous de participer à ce salon ici? En fait, j'ai des collègues auteurs qui sont venus, qui m'ont parlé du salon, qui m'ont dit « Danny, tu devrais y aller, c'est un beau salon, les gens sont accueillants. » Et moi, je suis déjà passé par le Nouveau-Brunswick, mais dans le bois, en direction tout droit, vers l'île du Prince-Édouard pour me rendre aux îles de la Madeleine. Mais je ne suis jamais vraiment arrêté ici. Ma mère, elle avait des sœurs qui habitaient ici. Elle a grandi une partie de sa vie ici aussi. Elle vient de la Gaspésie. Donc, puis je voulais voir c'était quoi le salon ici. Je voulais voir les gens. Moi, je marche beaucoup. Puis comme je racontais à un de vos collègues, vous êtes tellement accueillants, ça n'a pas de bon sens. Par chez nous au Québec, en tout cas chez nous, dans mon village ou même dans ma ville, on voit pas ça, les autos arrêtées au passage à piétons, puis qui s'obstinent avec toi, qui sort quasiment de son auto pour t'aider à traverser la rue, pour te dire « Gars, là, avance, on te laisse passer. » Moi, j'étais là, « Non, allez-y, monsieur, avancez votre voiture. » Puis le gars dans la voiture disait « Non, c'est toi qui y vas. » J'étais comme mêlé dans ma tête. Puis quand je marche sur la rue ici, là, les gens te regardent dans les yeux et ils disent « Bonjour! » Le premier bonjour que j'ai eu hier, là, j'ai comme gelé, puis j'ai fait comme OK, il me parle. C'est figeant un peu quand c'est qui? Je l'ai-tu vu au salon? Ben non, je l'ai pas vu au salon. Le salon n'a pas commencé. Pourquoi qu'il me parle? C'est qui, lui? Et là, le deuxième aussi, là, tu es encore mêlé. Là, tu te dis, voyons. Ils sont tous de même? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai une tache de ketchup à quelque part? Mais non, troisième personne, ils sont juste fins. Oui, c'est le mot qui revient le plus souvent, je te dirais, c'est accueillant. Ouais. On est comme ça. Ah oui. Ça m'a fait un grand plaisir de vous recevoir en entrevue. Je vais probablement regarder à votre série. Je suis pas un grand lecteur, mais j'adore le fantastique et l'historique encore plus. Mais où est-ce que je dis aux gens qui n'aiment pas le fantastique? Parce qu'il y en a plein. Je leur dis, ça tombe bien parce que j'ai écrit une histoire fantastique pour ceux qui n'aiment pas le fantastique. Oh! Qu'est-ce que vous voulez dire exactement par là? Parce que je me suis servi du fantastique comme quiproquo, une raison pour véhiculer mon amour de l'histoire. Puis la seule façon que je voyais de parler de plein d'époques en même temps, c'est d'utiliser le voyage dans le temps. C'est tout. Il y a de la magie, oui, parce que ça fait partie de l'histoire, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais il y en a un peu. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci Pierre-Alexandre pour cet entretien avec Danny Rotondo du groupe ADA. On poursuit maintenant avec Philémon Robichaud. Lui, il a rencontré un monsieur qui est bien connu de la région, un habitué également du Salon du livre de la péninsule acadienne, Jacques Ouellette. Il fait partie des éditions de la Grande Marée. Voici cette entrevue. Je suis présentement au Salon du livre de la péninsule acadienne et j'ai Jacques Ouellette qui a les éditions de la Grande Marée. Donc, en fait, Jacques, qu'est-ce que c'est les éditions de la Grande Marée? Maison d'édition, qu'on publie des auteurs préférablement acadiens, mais c'est des auteurs francophones. Ça vient ils proviennent un peu partout du Canada, surtout le Nouveau-Brunswick, province atlantique, Québec. On a aussi Manitoba, Ontario. Qu'est-ce qui serait l'importance vraiment d'avoir des auteurs de notre province dans les éditions? Disons que ça aide les gens qui ont des manuscrits à faire publier. Ça les empêche d'aller... ça leur ouvre une porte, finalement. Ça les empêche d'aller au Québec ou ailleurs pour être publiés en français. Et puis, quelles seraient vos nouveautés cette année? Cette année, on a une douzaine de nouveaux titres, dont le deuxième tome de l'essai historique d'André-Carl Vachon, Histoire de l'Acadie, de la Fondation aux déportations. Et puis, après ça, on a une pièce de théâtre de M. Léonard Larocque, intitulée Le fantasme d'Hector. Après ça, on a un premier roman
jeunesse de Louis Pitt, intitulé Ni ange ni démon. On avait 14 ans. Ensuite de ça, on a un autre essai historique de M. Georges Arsenault intitulé Histoire illustrée de l'Acadie de l'île du Prince-Édouard. C'est un livre qui a été présenté au dernier congrès mondial acadien. Après ça, on a un auteur de Montréal, Mme Casey Deveau, Cohoun, c'est ça. Puis elle, son roman, c'est un roman historique. C'est intitulé Jeanne Dugas d'Acadie. Et puis, Mme Cohoun est une ancêtre qui a fondé le village en Nouvelle-Écosse. Voyons, j'oublie le nom du village, là. Ça va me revenir. Et puis, c'est surtout une madame qui a vécu avant les déportations, pendant et après. Et puis, c'est un livre qui a quand même 300 quelques pages. C'est intéressant. Après ça, ce qu'on a sorti, là, ça ne me revient plus, là. On a trop que... Ah oui, Les enfants d'Hazard, c'est un roman futuriste de Mme Lise Tapp de Matane. C'est une aventure qui se passe durant les dernières années de l'habitation de la Terre. Et puis, en tout cas, c'est intéressant. Puis il y a aussi un autre roman de monsieur... non, ça ne me revient pas. J'ai pas ma liste devant moi, c'est assez difficile d'aller tout chercher ça, là. C'est assez impressionnant d'avoir tous ces auteurs juste de même sans votre page, mais avec toutes ces nouveautés qui sont sorties. Comment est-ce que vous faites pour trouver tous ces auteurs pour vous? Bien, disons qu'on n'a pas à faire de démarche comme telle. C'est que c'est surtout les gens qui nous envoient des manuscrits, soit par courriel ou par la poste. Même ici au Salon du Livre, à Chupagan, il y a des auteurs qui se présentent à notre kiosque pour savoir s'il y a possibilité de faire évaluer leur manuscrit pour être publié. Ça arrive souvent. Ça fait que c'est surtout ça. On ne va pas à la recherche d'auteurs comme tels. D'habitude, les auteurs qui sont publiés chez nous, ceux qui s'adonnent vraiment à l'écriture, on lui présente tout le temps un deuxième et un troisième manuscrit. Là, ça fait qu'on n'a pas... Est-ce qu'il y a un certain genre de livre que vous aimez rester dans une certaine catégorie ou ça vous dérange pas trop vraiment de vous diversifier dans les genres de livres que vous publiez? Disons que notre spécialité, si on peut appeler ça comme ça, là, c'est l'essai historique. On a aussi le roman historique on est fort dessus. On a aussi quelques titres là, jeunesse, mais c'est surtout notre spécialité, l'essai historique. Vous faites partie du Salon du Livre, ça fait plusieurs années. Qu'est-ce qui est l'importance vraiment de participer au Salon du Livre de la péninsule acadienne? C'est de permettre nos auteurs de rencontrer le public lecteur, finalement. Ça nous permet aussi de rencontrer d'autres éditeurs, d'autres auteurs potentiels qui se présentent à l'événement. Ça nous permet aussi d'avoir nos auteurs présenter leurs livres, si vous voulez, dans les écoles, tout dépendant, c'est des livres jeunesse. Il y a une panoplie de raisons pourquoi que c'est important. Merci beaucoup. Merci. Merci à Philémon Robichaud d'avoir recueilli les commentaires de M. Ouellette des éditions de La Grande Marée, présent au Salon du Livre. D'ailleurs, c'est une émission spéciale avec des auteurs qui étaient présents au Salon du Livre de la péninsule acadienne. C'est ce qu'on vous présente à l'instant même, avec des entrevues qu'ont fait les étudiants du programme de communication radiophonique offert au CCNB, campus de la péninsule acadienne. Prochaine entrevue, c'est un organisme qui est habitué d'être présent au Salon du Livre de la péninsule acadienne. C'est la Société historique Nicolas Denis. Voici une entrevue que Pierre-Alexandre Chiasson-Leblanc a fait avec M. Marcel Garvey. Donc, en compagnie de M. Marcel Garvey,
vous êtes ici avec la Société historique Nicolas Denis, qui a 50 ans d'ailleurs cette année. Expliquez-nous un peu c'est quoi cette société-là. Dans les années 1969, un groupe de personnes de la région de Caraquette, dont Fidel Thériault était l'instigateur, on a décidé à un moment donné, devant la perte et la fuite des documents, on a décidé de créer une société historique dans le but de recenser et conserver les documents de la région dans notre milieu. Et puis, c'est dans ce cadre-là qu'on a créé la Société historique Nicolas Denis, qui fonctionne depuis 50 ans. Dans quel processus vous décidez qu'est-ce que sont les articles qui vont paraître ou qui sont les auteurs que vous allez publier? On n'a pas vraiment de processus. C'est que on a décidé, dès le début de la société, de publier une revue. Avec beaucoup, au début, on avait beaucoup de documents inédits qu'on voulait partager avec la population et la publication d'une revue nous semblait le moyen le plus efficace. Mais au fil des années, des personnes nous soumettent des fois des textes sur leur paroisse, sur leur région, sur leur famille, sur leur commerce. Et puis la société se fait toujours, si ça a un contenu ou une valeur historique, la société se fait toujours un plaisir de publier. Et il arrive au cours des années, à un moment donné, qu'on va même publier des documents, à un moment donné, qui cherchent à susciter la réflexion. Je pense, par exemple, à l'avant-dernière revue qui a été publiée par M. Fidel Thériault sur la déportation des Acadiens, où il soulève l'hypothèse que la déportation est peut-être un génocide. Alors donc ça a suscité des réactions, ça alimente les discussions, et c'est ce que la Société historique veut. C'est très bien. Donc, c'est quoi l'importance de venir ici au Salon du Livre de la péninsule acadienne puis pouvoir partager ça? Mais c'est important. Le Salon du Livre nous permet une exposition à un moment donné et ça rappelle aux gens de la communauté qu'on existe, qu'on a des revues. On a beaucoup plus que des revues. On a un centre de recherche à l'Université de Moncton, campus de Shippagan, le centre de recherche de Monseigneur Donat Chiasson, puis qui permet aux gens de venir consulter des registres de mariage, des registres de baptême, de décès. À un moment donné, on peut faire de la recherche sur sa famille. On a aussi des collections de journaux. Alors, donc, les gens peuvent venir faire de la recherche sur leur famille. Donc, vraiment comme des collections de toutes sortes sur l'historique en Acadie. Là. On touche vraiment à tout sur l'historique. Là. On a beaucoup de fonds d'archives aussi. Lorsque des gens décèdent à un moment donné, qui ont joué un rôle dans la société, ils vont nous laisser. Je pense par exemple à Monseigneur Donat Chiasson. Je pense à sa sœur Marie-Esther Robuchot, qui, après leur décès, nous ont légué, je dirais presque des tonnes de matériel. Que nous, on va classer, qu'on va archiver et qu'on va rendre disponible au public. C'est très bien. Merci beaucoup, M. Garvey. Merci. OK, bonne journée. Chaque année, le programme de communication radiophonique se déplace au Salon du Livre de la péninsule acadienne pour rencontrer des auteurs présents sur place et vous les faire découvrir. On poursuit nos entrevues après cette courte pause sur les ondes de TV Rogers. Le programme Communication médiatique offert au CCNB, campus de la péninsule acadienne. Animation en direct sur les ondes de CCNB Radio. Gestion de pages web et de médias sociaux. Un aspect pratique développé pour acquérir les aptitudes nécessaires au domaine de la communication. Un volet multimédia avec des journées de diffusion en direct et de montage audiovisuel. Le programme Communication médiatique, c'est tout ça et encore plus. Offert en septembre. Inscris-toi maintenant.
On est de retour à cette émission spéciale du Salon du livre de la péninsule acadienne qui s'est déroulée du 10 au 13 octobre 2019 au Centre Réal Cormier de Shippagan. Les étudiants du programme de communication radiophonique qui vous présentent quelques auteurs présents à ce Salon du livre. Prochaine entrevue qui a été faite par Philémon Robichaud, étudiant au programme de communication radio. C'est avec Marie-Chantal Martineau. Elle est avec les éditions Le Dauphin Blanc. Voici son entrevue. Donc, je suis ici avec Marie-Chantal Martineau. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Et puis toi, c'est ton nouveau livre, donc Confiance du ciel. Toi, tu dis que tu as certains dons avec les gens. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé pour que tu trouves tes dons? Oui, bien en fait, le titre, c'est Confidence du ciel. Oui. C'est ça. Un jour, c'est ça, j'étais artiste peintre de l'âme, donc quand même très intuitive. Je me savais intuitive, mais sans plus. Et on m'a offert, j'avais été donner une petite conférence sur mon art angélique parce que je peignais des anges. Et j'avais été donner une conférence et dans l'assistance, il y avait une dame qui me dit « Les anges veulent que je t'offre une formation Tien Chi en cadeau, une formation en soins énergétiques avec canalisation. » Donc, je me suis dit, c'est un cadeau des anges, je vais y aller. Ça va peut-être m'aider pour mon art, mais finalement, c'est là que j'ai découvert les facultés psychiques que je possédais. J'étais pas vraiment consciente. Je me savais intuitive, mais sans plus. Mais ça m'a permis de découvrir, en fait, mes dons, c'est ça. Ouais. Et puis, avec vos dons, est-ce que vous trouvez que ça aide beaucoup de gens aujourd'hui? Oui, en fait, premièrement, quand on s'ouvre à nos perceptions psychiques, ça nous aide nous-mêmes sur ce chemin de vie qui n'est pas toujours un conte de fées, on va dire. Ça nous aide. Et ça aide beaucoup les gens, oui, qui viennent me voir en consultation. Donc, plusieurs personnes ont lu mes livres et ils veulent me rencontrer après pour avoir des messages de leurs êtres chers décédés. Ça aide beaucoup à prendre conscience que notre être cher décédé est encore là, il est encore présent pour nous. Donc, c'est très guérissant, ça aide énormément les gens. Oui. Et vous avez déjà plusieurs livres en dessous de votre nom et vous avez dit que vous étiez artiste. Donc, est-ce que c'est vous qui faites vos couverts de livres finalement aux autres livres? J'ai fait pas mal tout le temps les couvertures de mes livres, sauf pour celui-là, j'avais pas vraiment le temps. Donc, on a opté pour une photo, mais le résultat est bien, donc c'est correct, ça fait bien quand même. Oui. Et vous, c'est pas votre premier salon du livre? Non. Donc, je suis la conjointe d'Alain Williamson. On est propriétaire de la maison d'édition Le Dauphin Blanc. Donc, on fait des salons du livre depuis 28 ans. Mais ici, à Shippagan, je suis venue en 2014, 2015, 2016. J'avais donné aussi une conférence en 2016 à l'université. Donc, comme je vais donner dimanche matin. Et oui, j'aime beaucoup venir à Shippagan. C'est tellement beau. Et puis, qu'est-ce que vous croyez qu'est l'importance d'écrire des livres pour que les gens puissent les lire et peut-être découvrir un peu qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous donnez aux gens? En fait, c'est un peu des exemples de qu'est-ce que je fais en consultation. J'ai eu l'autorisation de mes clients et mes clientes. Donc, ça entre vraiment en connexion avec nous. Ça nous fait prendre conscience que nos êtres chers aussi sont toujours là, de lire les expériences que j'ai vécues avec les envolés. J'ai un livre spécifique pour le deuil aussi, qui s'appelle « Pour ceux qui restent ». Donc, c'est en lisant que les gens, ça aide énormément à ce niveau-là, au niveau du deuil. Oui. Merci beaucoup, Marie-Chantal. Ça me fait très plaisir. Merci à Marie-Chantal Martineau pour cette entrevue qu'elle a offerte lors du Salon du livre de la péninsule acadienne au mois d'octobre 2019. Prochaine entrevue également avec Philémon. Voici Véronique Fournier. Véronique Fournier est une auteure indépendante. Je suis en compagnie de Véronique Fournier, qui est une jeune auteure québécoise. Maintenant, vous vivez à Fredericton. Vous avez tombé en amour avec notre province. Qu'est-ce qui vous a porté à venir ici et tomber en amour avec le Nouveau-Brunswick? Bien, en fait, mon mari est militaire. On était mutés dans la région de Gagetown. Et puis, on a fait du camping beaucoup autour de la province, dans les provinces maritimes. Puis, la mer, pour nous, ça a été un gros coup de cœur. Donc, on ne veut plus repartir. Nous, on veut rester ici.
C'est bien. Et c'est quand même assez une belle province, le Nouveau-Brunswick. Et en fait, c'est votre premier livre qui est Deuil de périnatal. Donc, périnatal, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Parce que je suis sûr que plusieurs personnes, incluant moi, qui ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire. C'est en fait le deuil d'un bébé pendant la grossesse ou après les premières semaines de vie. Donc, j'ai écrit un livre, c'est un récit de vie. C'est sur le deuil périnatal de ma petite jumelle. J'étais enceinte de jumeaux. Mon fils a 8 ans aujourd'hui, il est en pleine santé. Sa sœur est décédée à 6 mois de grossesse, mais j'ai porté les 2 bébés jusqu'à terme, jusqu'à 9 mois en fait. Donc on a dû vivre le deuil de notre fille, puis en même temps le bonheur d'avoir un petit garçon en santé. Donc, qu'est-ce qui vous a poussé vraiment à partager cette histoire avec tous les gens qui vont lire votre livre? Bien, au départ, je l'ai écrit pour mon fils, pour pouvoir lui raconter l'histoire de ma grossesse, puis qu'il voit que c'est pas que du négatif, c'est vraiment une belle grossesse que j'ai vécue. Pouvoir lui raconter son histoire avec des mots doux, puis lui montrer que c'est vraiment beau ce qui s'est passé, puis c'est pas une histoire triste. Et puis, au fil du temps, j'ai eu beaucoup de courriels de gens qui vivaient le deuil périnatal puis qui m'utilisaient un peu comme référence pour contacter la famille, les amis, pour essayer de les aider à passer au travers. Puis je me suis dit, bien, une fois que le livre a été écrit, pourquoi pas le publier puis essayer d'aider les parents, mais aussi l'entourage à comprendre qu'est-ce qu'on vit comme parents, pourquoi c'est si difficile de s'en remettre puis qu'on n'oublie jamais finalement. Et vous, c'est votre premier salon du livre dans la péninsule acadienne. Selon vous, qu'est-ce qui est vraiment l'importance d'être ici? Bien, moi, je suis à Fredericton, donc c'est une communauté anglophone. Donc, pour moi, me promener dans la communauté francophone du Nouveau-Brunswick, c'est vraiment important. C'est une ressource qui manque un peu partout, mais surtout au Nouveau-Brunswick, de parler du deuil périnatal. Donc, moi, de venir ici, de rencontrer les gens, de jaser avec eux. J'ai été juste quelques heures à mon kiosque, puis déjà, j'ai beaucoup d'histoires. Les gens viennent me parler du deuil, des histoires qu'ils ont vécues, de leur famille. Puis pour moi, c'est le plus beau cadeau que de pouvoir en jaser puis de leur faire jaser de ces histoires-là que des fois, ils n'ont jamais parlé à personne. Merci beaucoup, Véronique. Merci, ça me fait plaisir. Dernière entrevue pour cette émission spéciale en provenance du Salon du livre de la péninsule acadienne. Pierre-Alexandre Chiasson-Leblanc s'est entretenu avec le nutritionniste urbain, M. Bernard Lavallée, qui offrait une conférence lors du Salon du livre. Cette conférence était présentée au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, campus de la péninsule acadienne, situé à Shippagan. Voici cette entrevue qu'on a fait avec Bernard Lavallée. Je suis en compagnie de Bernard Lavallée. Ça va bien aujourd'hui? Oui, ça va bien, merci. Donc, on se prépare pour votre apéro-conférence qui va avoir lieu tout à l'heure. Un petit avant-goût, la conférence? Donc, c'est sur mon deuxième livre qui s'appelle « N'avalez pas tout ce qu'on vous dit ». C'est vraiment des trucs pour essayer de départager tout ce qui est vrai de ce qui est faux en nutrition. Parce que, tu sais, on entend tout le temps 1 milliard de messages. Comme un jour, on nous dit « bois un verre de vin rouge, c'est bon. Le lendemain, c'est plus bon. Puis 3 jours après, ça donne le cancer. » Fait que comment tu fais pour savoir qu'est-ce qui est vrai de ce qui est faux? C'est vraiment ça la promesse avec mon livre. C'est que les gens qui lisent vont être capables eux-mêmes d'analyser toute l'information qu'on reçoit en nutrition. Cool. Ça, c'est votre deuxième livre, vous dites, c'est ça? Oui, c'est mon deuxième livre. Votre premier qui avait été publié en 2015, puis là, vous avez sorti celui-là en 2018. N'avalez pas tout ce qu'on vous dit. Vous attaquez à plusieurs cibles, donc entre autres les super aliments, les diètes, entre autres. Comment est-ce qu'on fait vraiment pour savoir qu'est-ce qui est vrai avec toutes les informations qu'on est bombardé de sur les médias? Mais moi, ma job, en fait, dès le moment où j'ai terminé ma maîtrise en nutrition, j'ai parti un blog qui s'appelle Le nutritionniste urbain. Puis je travaillais en même temps à l'Université de Montréal chez Extenso, qui est comme la mission de l'organisme, c'est de vulgariser la science de la nutrition. Fait que ma première job de nutritionniste, c'était de répondre aux questions des journalistes puis des recherchistes quand il y avait une nouvelle étude qui sortait puis qui voulaient savoir « Ah, c'est-tu vrai ou c'est pas vrai? Qu'est-ce qu'on devrait en penser? » Puis à ce moment-là, j'ai comme compris qu'on était vraiment perdu par rapport à la science de la nutrition. Puis je me suis dit, OK, il y a un besoin. Les gens ont besoin qu'on les aide à comprendre un peu ces différentes nouvelles-là. Donc là, j'ai parti... En fait, ma job aujourd'hui à temps plein, après mon blog et tout ça, c'est vraiment de répondre aux questions comme quand il y a des nouvelles études, de défaire les mythes et tout ça. Puis pour mon deuxième livre, je m'étais dit, je vais faire un livre qui porte sur les différents mythes qu'il y a en alimentation. Mais après ça, en réfléchissant, je me suis dit, jamais il y aurait un livre qui pourrait vraiment répondre à toutes les questions qu'on a. Parce que dès le jour où est-ce que tu sors tu sais, que tu défais un mythe en nutrition, mais il y en a 50 nouveaux qui vont apparaître le lendemain. Fait que je me suis dit, questions qui apparaissent. Oui, exactement. Fait que je me suis dit, jamais il y aura un livre qui va vraiment répondre à toutes les questions. Fait à la place, ce que j'ai fait, c'est vraiment un outil. Donc, c'est vraiment une espèce de boîte à outils, si on veut, de tous les trucs que moi, j'utilise pour faire le ménage dans l'information. Donc, j'ai classé un peu le livre selon les messages qu'on reçoit des médias, du guide alimentaire, donc le gouvernement, de l'industrie,
industrie agroalimentaire, les charlatans, ceux qui veulent nous faire croire n'importe quoi puis nous vendre des diètes tendances et tout ça. Puis quand tu te mets à analyser leur discours, tu te rends compte qu'il y a beaucoup plus de similarités entre les discours que de différences. Donc on est capable après ça d'analyser. Fait que le but, c'est que même si c'est un nouveau mythe qui sort dans 10 ans, puis que moi je suis plus là parce que j'ai pris ma retraite puis je sais pas quoi, que j'ai ma petite ferme puis que bon, ben les gens vont être capables eux-mêmes quand même de déterminer ce qui est vrai de ce qui est faux parce que le livre il leur donne les outils pour juste comprendre ça justement. Un petit exemple d'un truc que vous utilisez? Ben mon Dieu, ça peut être OK. Mon Dieu, il y en a tellement. OK, si on te fait payer, tu sais, si les gens ils disent OK, on a trouvé enfin. Oh non, OK, même meilleur que ça. Si on te dit, on a trouvé enfin l'aliment qu'il faut que tu coupes de ton alimentation pour être en santé, ou au contraire, l'aliment qu'il faut absolument que tu manges, peu importe c'est quoi, mais c'est sûr que c'est toujours faux, parce qu'il n'y aura jamais un seul aliment qui est nécessaire pour la santé. C'est vraiment la diversité qui est importante. Fait que, tu sais, si je te disais, il faut absolument boire du lait à tous les jours, ben ça serait pas vrai, parce qu'il n'y a aucun aliment qui est essentiel. C'est la même chose que si je te disais, il faut que tu manges du kale à tous les jours, c'est n'importe quoi. Okay. Fait, puis au contraire, si on te dit, non, si tu manges justement, si tu manges des bleuets, c'est sûr que tu es en mauvaise santé. Ou si tu manges du pain, là, ça c'est comme du pain pâte patate là, qu'on entend souvent. Ouais. Mais c'est de la bullshit parce que c'est pas, il n'y a aucun aliment que tu devrais couper nécessairement à 100% pour être en santé. C'est vraiment dans la combinaison plus de ce que tu manges que dans toutes les choses précisément. Ben, il y a des grandes règles à suivre, puis je mets des gros guillemets à règles parce que dans la vie, comme je trouve que la première règle, c'est d'avoir du plaisir. Fait que dès le moment où tu restes dans les règles restrictives, ça ne va jamais marcher. Mais tu sais, oui, il faut manger le moins transformé possible, cuisiner le plus que tu peux, boire de l'eau en majorité, manger en majorité des végétaux, fait que des fruits, des légumes, des légumineuses, des grains entiers. C'est ça les grandes règles générales. Mais au-delà de ça, il n'y a pas grand-chose de plus qu'on sait en nutrition. Fait que si quelqu'un est capable de dire « Ah, moi, j'ai enfin trouvé la solution en nutrition, puis c'est ça qu'il faut que tu fasses pour être en santé. » C'est probablement n'importe quoi parce qu'on n'a pas ces réponses-là encore. Ça, c'est un bon petit truc à se rappeler d'eux. Parce qu'on voit souvent, justement, des affaires comme ça. Toutes les annonces de diète, finalement, c'est révolutionnel, puis c'est absolument ça qu'il faut que vous faites. Mais il faut se méfier sur toutes ces affaires-là, finalement. Ben oui, là, c'est comme quand on te dit « Ah, faut que tu prennes un shake de protéines après ton entraînement si tu vas avoir des muscles. » C'est n'importe quoi, là. Les gens avaient des muscles il y a 100 ans quand il n'y avait pas de shake de protéines, là. Je te garantis que oui. Donc, il y a beaucoup d'études qui sortent, évidemment, presque tous les jours sur la nutrition. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces études-là? Donc, plusieurs se contredisent en plus. Une journée, on entend manger de la viande rouge. Une journée, on entend qu'il ne faut pas en manger en tout. Qu'est-ce qu'on pense de toutes ces études-là? Bon, le problème, c'est que la science, ça se bâtit de façon très lente. Puis chaque année, il y a des milliers d'études qui sortent en nutrition. Puis oui, c'est normal qu'il y ait des études qui vont dans un certain sens, d'autres qui vont aller dans l'autre. C'est comme ça qu'on... Tu sais, la science, le but, c'est de se rapprocher de la vérité. Puis on y va petite pièce par petite pièce. Mais le problème, c'est que les médias, eux, ils trippent sur la controverse. Okay? Parce que c'est ça qui va te faire cliquer sur un article. Donc, ils vont toujours chercher les études qui montrent que... qui vont te faire croire, dans le fond, que tout ce qu'on t'a toujours dit toute ta vie, c'est plus vrai. Donc, exemple, justement, la viande rouge, c'est un bon exemple. Parce que ça fait quand même de nombreuses années qu'on sait, d'un point de vue de la science, qu'il faut manger moins de viande rouge, autant pour la santé que pour l'environnement. Puis là, dernièrement, il y a une étude qui est sortie, puis qui a été reprise à fond par les médias, où est-ce que là, les chercheurs disaient « Ah, finalement, on n'est plus si sûr que ça. » Bon. Mais là, tous les médias en ont parlé de cette seule étude-là. Mais d'un côté, tu as comme des milliers d'études qui disent tout, il faut diminuer la viande, puis tu as une seule qui sort puis qui dit « Ah, on n'est pas sûr. » Mais c'est juste de elle qu'on va parler, parce que c'est la controverse. Donc souvent, les gens, ils ont l'impression qu'on se contredit toujours les nutritionnistes, puis que ça change du jour au lendemain, mais c'est pas vrai. C'est la façon dont les médias en parlent. C'est ça le problème. C'est ça qui fait croire qu'il y a toujours de la controverse. Mais oui, comme parler de genre... occupation double, puis d'utiliser la controverse pour ça, c'est parfait, c'est une télé-réalité. Mais tu peux pas parler de science comme tu parles de occupation double. Non. Très raison là-dessus. On a au Canada, depuis un peu de temps, un nouveau guide alimentaire canadien. Il y a des catégories puis des portions qui ont été laissées de côté pour se concentrer plus sur les aliments protéinés, des grains entiers, entre autres, qui sont privilégiés, puis l'eau comme boisson de choix, évidemment. C'est quoi votre opinion sur le nouveau guide alimentaire canadien? Je sais pas si la controverse s'est rendue autant au Nouveau-Brunswick qu'au Québec, mais au Québec, un des gros trucs qui a vraiment fait exploser le changement, c'était la disparition du groupe des produits laitiers. Donc, pour moi, c'était la plus grosse... c'était ma catégorie préférée, en plus, ça. Mais sauf que, OK, mais
Ça m'a vraiment fait rire parce que c'est encore une fois la manière dont les médias ont rapporté l'information. Donc, premièrement, il ne faut pas oublier qu'il y a 2 groupes qui ont disparu dans un certain sens. Donc, le groupe des viandes et substituts, puis le groupe de lait et substituts. Bizarrement, c'est juste le lait dont on a parlé, puis c'est genre, ah, il n'y a plus de lait dans le guide, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire, puis tout ça. Mais, en fait, il n'y a pas disparu du guide. Donc, c'est les groupes, dans le fond, ils ont pris le groupe viande et substituts, lait et substituts, ils ont mis ensemble, ça s'appelle aliments protéinés. Point final. Mais juste parce qu'ils ont changé le nom, là, soudainement, tout le monde capotait puis pensait qu'il n'y avait plus de lait. Mais le lait, le yogourt, le fromage, ça reste des bons aliments, ça reste nutritif, puis on dit pas, faut pas que tu en manges. Ils sont encore dans le guide. Mais la manière dont les médias en ont parlé, ça nous donnait l'impression que, le lait a disparu, là, je peux plus prendre de lait, puis là, ça fait depuis comme 50 ans qu'on nous dit qu'il faut boire du lait, puis là, soudainement, c'est plus bon. Non, c'est pas ça pantoute. C'est vraiment juste qu'on a changé le nom de gros point final. Mais il reste que le nouveau guide alimentaire, à mon avis, est beaucoup plus proche de la science actuelle. Donc, tu sais, si tu regardes, tu as vu sûrement l'image de l'assiette, là, elle a quand même beaucoup circulé. Grosso modo, c'est quoi? C'est une assiette. La moitié, c'est des fruits puis des légumes. Un quart, c'est les aliments protéinés, donc la viande, le poulet, le fromage, le lait, les lentilles, légumineuses et tofu. Puis un groupe, c'est les grains entiers. Okay, c'est comme un quart de l'assiette. Ça, c'est vraiment ce que la science nous dit en ce moment, qu'on doit manger en majorité végétale. Donc, pas nécessairement de délaisser la viande et les produits laitiers, mais juste qu'il faut mettre une emphase vraiment sur les produits qui viennent des végétaux. Fait que ça, pour moi, c'est super bien. Puis l'autre chose qui est importante, c'est, tu sais, j'en ai parlé tantôt, il n'y a aucun aliment qui est essentiel dans la vie. Fait que de continuer à dire que il faut que tu boives 2 verres de lait par jour pour être en santé, ben c'est n'importe quoi. Ça marche plus avec notre contexte d'aujourd'hui. Tu sais, ça marchait peut-être il y a 60 ans, quand les gens, ils manquaient de nourriture, puis que, tu sais, on n'était pas capable de combler nos besoins, c'était une super bonne recommandation. Quand il n'y avait pas nécessairement une grande diversité de choix d'aliments, finalement, tu prenais quoi si tu pouvais prendre, mais aujourd'hui, il y a différentes façons d'avoir les mêmes nutriments, finalement. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Tu m'as rassuré, en tout cas, pour les produits laitiers, là. J'hésitais quasiment à manger du fromage dernièrement, là, puis ça me faisait de la peine à chaque fois. Mais finalement, est-ce que c'est pas si compliqué que ça, bien se nourrir, si je comprends bien? Non. C'est vraiment pas compliqué. En fait, le problème, c'est qu'on est dans l'ère de la cacophonie nutritionnelle. Ça veut dire qu'on reçoit beaucoup trop d'informations sur la nutrition, des informations qui sont contradictoires ou qui ont l'air contradictoires parce que les médias, l'industrie, le gouvernement nous envoient plein de messages puis on sait plus quoi penser. Mais la réalité, c'est que les recommandations qui sont basées sur la science, elles ont à peu près pas changé dans les dernières décennies. C'est manger le moins transformé possible, manger des végétaux, buvez de l'eau, cuisiner. Comme, on s'entend-tu que tu as déjà entendu ces recommandations-là des milliers de fois, puis les nutritionnistes ont dit la même affaire depuis toujours. Ça n'a pas changé. C'est pas plus compliqué que ça, honnêtement. Là. La base est la même, finalement. Ça reste la même chose depuis toujours. Puis, donc, il faut oublier les affaires de super aliments, puis de ça, faut que tu prennes ce supplément-là pour être en santé, puis il faut que tu fasses un jeûne, puis tu détoxes, puis 1000 formules magiques, puis des choses qu'il faut faire. C'est n'importe quoi. Le gros bon sens, c'est ça, finalement, qui fonctionne, puis c'est les mêmes recommandations qu'on a depuis des années. Ça, c'est le rôle de la publicité, hein, qui vient essayer de changer nos idées ou de nous faire croire certaines choses. Bien, l'industrie agroalimentaire, c'est des millions de dollars, des milliards de dollars vraiment d'argent. Donc, c'est une super grosse industrie, mais c'est une industrie qui est comme différente un peu des autres parce que, tu sais, mettons l'industrie, je dis n'importe quoi, mais peu importe n'importe quelle autre industrie, ils peuvent toujours te vendre plus de produits. C'est ça leur but. Puis ils veulent toujours être en croissance. Mais les aliments, là, à un moment donné, tu as une limite parce que moi, comme être humain, puis toi, on a une limite de calories que tu dois manger dans une journée. Fait que c'est quoi leur stratégie s'ils veulent faire plus d'argent? C'est soit de faire manger plus que nécessaire, ce qui marche. Donc, on mange souvent plus de calories que nécessaire, ou de te sortir du gros n'importe quoi, puis de faire croire que tu en as besoin, puis de consommer davantage. Fait que c'est pour ça aussi qu'il y a autant de croyances qu'on dit « Il faut que tu prennes ci, puis ça, puis ça ». C'est parce que l'industrie développe des produits parce qu'elle a besoin de faire de l'argent, puis de trouver des nouveautés, mais la vraie nouveauté en nutrition, ça n'existe pas vraiment. Ben non, c'est à la base de la nutrition qu'on retrouve les meilleurs. Finalement, c'est la culture de la terre, ce qu'on a toujours fait. C'est dans la forêt ou dans l'océan. C'est du stuff qui existe depuis toujours, qu'on a toujours fait. Puis là, on arrive avec plein de nouveautés qui n'est pas nécessairement nécessaire. Là. C'est parce que c'est pas payant pour l'industrie, ça. C'est ça. Cultiver ton jardin, là, l'industrie n'est pas contente. Mais pourtant, c'est tellement payant pour l'être humain en tant que soi. Mais bon. C'est votre première participation au Salon du Livre à la Péninsule, c'est ça? C'est ma deuxième participation. Je suis venu en 2016. Ouais, puis j'avais vraiment trippé. Donc, à la seconde que j'ai reçu l'invitation, j'étais comme, oui, je reviens, c'est sûr. C'est important pour toi de venir à ce Salon du Livre ici, je sais?
Oui, ben j'aime tellement ça parce que, veux pas, j'ai commencé à être comme un peu plus connu par les médias sociaux. Fait que oui, c'est le fun comme de savoir que j'ai des likes puis des gens qui m'écrivent des commentaires, mais à un moment donné, t'oublies que c'est des êtres humains. Fait que quand je vais en région, ou ben en fait juste quand je donne des conférences puis que je peux voir que hey, il y a des vrais êtres humains en arrière de ça puis comme avec qui je peux interagir, avoir les questions directement puis comme les questions puis tout ça, pour moi c'est vraiment plus intéressant puis c'est une autre façon de passer mon message puis c'est super valorisant aussi. Ouais, ça te rappelle, c'est pas des robots qui t'envoient des messages sur Internet, c'est vraiment des gens. J'ai pas acheté des bots genre en Chine pour qu'ils likent mes affaires là, non, c'est des vraies personnes. Ouais. Sauf si je vais voir sur ta page Facebook, toutes les likes, c'est des vrais likes, là. T'as pas acheté ça, là, d'une tête. Merci beaucoup. Ben, merci. Et puis, bonne conférence tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup à M. Lavallée de nous avoir offert ses commentaires. Merci à Pierre-Alexandre Chiasson-Leblanc pour cette entrevue. Voilà, c'est complet pour cette émission spéciale du Salon du livre de la péninsule acadienne. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de cette émission. Mon nom est Mathieu Friolet. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Le programme Communication médiatique offert au CCNB Campus de la péninsule acadienne. Animation en direct sur les ondes de CCNB Radio. Gestion de pages web et de médias sociaux. Un aspect pratique développé pour acquérir les aptitudes nécessaires au domaine de la communication. Un volet multimédia avec des journées de diffusion en direct et de montage audiovisuel. Le programme Communication médiatique, c'est tout ça et encore plus. Offert en septembre. Inscris-toi maintenant.